Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Notre émission ce soir est consacrée à un moment fort de notre engagement national pour la préservation de l'environnement, la Semaine nationale de l'arbre. Cette édition 2025 a été marquée par un acte fort, la supervision directe par son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du lancement des activités dans la Muqata'a de Tafraghzena à Nouakchott-Ouest. Un geste hautement symbolique qui traduit la priorité accordée à l'environnement au plus haut sommet de l'État dans un contexte où notre pays fait face à des défis majeurs, désertification, la raréfaction des ressources naturelles, la dégradation des sols et perte de biodiversité. Le programme 2025 ambitieux et multidimensionnel prévoit notamment le reboisement de 500 hectares à l'échelle nationale, un semi-aérien sur 587 hectares, un semi-direct sur 2913 hectares, la préparation de 4000 parcelles pour le reboisement dans les différentes wilayas. Pour mieux répondre les enjeux, pour mieux comprendre les enjeux, les objectifs et les perspectives de cette initiative, nous recevons ce soir sur notre plateau et à ma droite, M. Mokhtar Adamaba, qui est directeur adjoint de la protection des espèces et de la restauration des sols au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir. Et à ma gauche, M. Dia Abdoul, qui est coordinateur adjoint du projet WACA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baylaba qui revient sur les enjeux forts et même le temps fort de la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de l'arbre. Ce programme national ambitieux fait partie d'une stratégie visant à renforcer le couvert végétal et réduire la dégradation de l'environnement. Il comprend le reboisement d'une superficie estimée à 500 hectares au niveau national, la réalisation d'un semi-aérien couvrant 587 hectares, en plus d'un semi-direct sur une superficie de 3000 hectares et la préparation de 4000 parcelles de terrain dédiées au reboisement et au semis dans les différentes wilayas. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a pris connaissance des panneaux d'affichage préparés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et certaines de ses directions, institutions et projets qui présentent les efforts déployés dans le domaine de la conservation et de la protection de l'environnement. Le président de la République a aussi été édifié sur les équipements de mesure et de surveillance de la qualité de l'environnement, notamment l'air, le sol et l'eau, le bilan et les perspectives de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et le programme de reboisement et de semi-direct pour 2025, ainsi que les techniques modernes de lutte contre la désertification et les drones utilisés pour le semis et le traitement des maladies des plantes. Après avoir pris connaissance des mesures prises pour assurer le succès de cette semaine, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré que les défis environnementaux sont devenus des défis mondiaux, ce qui exige de chacun d'assumer sa responsabilité et d'œuvrer pour un environnement sain et durable. Il a indiqué que la Mauritanie a connu au cours des dernières décennies une vaste dégradation environnementale due à la sécheresse, à la désertification et à la destruction irresponsable du couvert végétal, appelant au changement de mentalité et au renforcement de la conscience environnementale. Il a indiqué que l'arbre représente un élément central dans la lutte contre le changement climatique et la désertification et appelant toutes les catégories de la société à s'engager dans ces efforts nationaux. En somme, le lancement de ce programme reflète l'engagement à mettre en œuvre des politiques environnementales globales visant à atteindre un développement durable et améliorer les conditions de vie des populations, en particulier dans les zones affectées par la faiblesse du couvert végétal et la dégradation des terres. Merci beaucoup, Bokar Baylaba, pour ce reportage. Alors, monsieur le directeur adjoint, pour commencer, alors quels sont les objectifs prioritaires de votre direction dans le cadre des programmes de reboisement et des semi-directs lancés cette année? Merci en tout cas de me donner cette occasion de m'exprimer sur un peu ce qui s'est passé durant cette semaine. Et avant de revenir et de répondre à la question posée, j'aimerais quand même attirer l'attention ou répéter que vraiment que cette semaine nationale de l'arbre, pour cette édition, c'est la première fois qu'elle est lancée
par son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, un président donc, qui lance cette semaine de l'arbre. Et je vais un peu revenir là-dessus. Donc, c'était une journée nationale de l'environnement qui était célébrée. En 1979, c'était une journée nationale de l'arbre. Et en 1987, il a été pris un décret au Conseil des ministres que ça ne va plus être une seule journée, mais ça sera une semaine nationale de l'arbre. Donc, dès l'instant qu'on s'est passé d'une journée à une semaine, on voyait déjà que ça commençait à prendre de l'importance. Et depuis 1987, ça a été toujours célébré sur une semaine. Donc, ce qui montre que c'est assez important. Et le fait qu'on a vu les années passées que son Excellence, Monsieur le Président, avait fait un acte très marquant en plantant à l'intérieur de son palais, muni vraiment des équipements nécessaires pour montrer vraiment que les Mauritaniens doivent suivre l'exemple et que c'est très important pour les instances gouvernementales. Cette année, on a eu ce privilège, grâce au leadership aussi de son Excellence, Madame la Ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour convaincre et montrer que vraiment les efforts du ministère en matière de protection et de préservation de l'environnement pour amener son Excellence, Monsieur le Président, à faire ce lancement. Donc ça suppose que déjà, c'est dans une dynamique vraiment évolutive et il ne faut que louer cette action. Maintenant, par rapport aux objectifs, vous avez dit de la direction pour, dans le cadre du programme du reboisement, nous, c'est surtout apporter un appui technique, orienter, informer et accompagner les partenaires à pouvoir contribuer aux efforts vraiment du gouvernement en matière de préservation et de protection de l'environnement. Donc à travers des plantations d'arbres et d'autres activités qui vont suivre. Donc ça, ce sont vraiment les actions prioritaires pour la direction. C'est une direction technique. Si c'était pour le ministère de l'Environnement, il y a une autre réponse par rapport à ça. Mais étant donné que c'est adressé à la direction, nous, c'est surtout orienter, coordonner et essayer de répondre vraiment au plan d'action déjà mis en place au préalable. Donc, c'est ce qui est vraiment quelque chose de très prioritaire pour pouvoir quand même faire cette action. Et encore, être sûr que ces plantations seront suivies, entretenues et vont suivre leur cycle normal de vie, c'est-à-dire de la jeune, adulte, vieillesse ou sénescence et encore phase de déclin pour le remplacement. Donc ça, ce sont les objectifs prioritaires. Il faut que ça réussisse. On a pris ces engagements. Il faudrait que ça réussisse et que d'ici, qu'on ne dise pas que oui, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y a plus de traces. Non, non, non. Pour les générations futures, il faudrait qu'on voit ces traces. Justement, il ne s'agit pas que de planter, il faut suivre l'évolution, il faut assurer que l'arbre va survivre, sinon ça ne sert à rien du tout. Exactement. Donc, c'est pour ça que donc, on met des mesures de protection, on se met dans des dispositions pour que cela réussisse. Et je profite de l'occasion, par exemple, pour donner cet exemple, là où ça a été lancé, c'est au niveau de l'axe Carrefour-Barrette vers Carrefour, plage des pêcheurs. Et c'est un partenariat avec le patronat mauritanien. Et je profite de cette occasion pour les remercier vraiment. Et leur engagement avec nos services techniques, on était sur le terrain. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que quand on a voulu que le patronat prenne en charge quelques actions et que les autres soient complétées par le ministère pour la mobilisation, par exemple, de l'arrosage ou bien quelques matériels ou la main-d'œuvre anticipée dans les actions, le patronat a dit non, 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 on a pris un engagement à haut niveau que nous allons fournir le matériel, nous allons fournir la main-d'œuvre, nous allons suivre cet investissement pendant 1 année. Et après cette année écoulée, nous allons rétrocéder ça au ministère dans de bonnes conditions pour prouver que oui, ils en ont vraiment pris soin avec des protections contre les ennemis extérieurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose à saluer, donc surtout en matière de synergie et de partenariat entre le public et le privé au niveau de la Mauritanie.
sans personnel extérieur. Très bien. Nous allons avoir d'ailleurs l'occasion de rentrer en fond dans ce que vous venez de dire. Alors, M. Dia, de façon brève, comment pouvez-vous nous présenter le projet Waka? Merci M. Diagana, merci de m'avoir donné aussi cette occasion pour parler un peu du projet Waka et de toutes ses activités. Donc comme vous le savez, le projet Waka c'est un projet sous-régional, une réponse de la banque pour aider les pays ouest-africains à mieux gérer leur espace littoraux. Et cette réponse est venue suite à une demande de ces pays côtiers qui rencontrent énormément de problèmes dans un cadre de changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière. Et il se trouve aussi que l'essentiel de l'économie de l'Afrique de l'Ouest est situé sur la côte, les grandes villes, les ports. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée de tout cela, c'est-à-dire 57% du PIB des pays ouest-africains et sur le littoral, la pêche à elle seule, elle peut donner jusqu'à 1,6 million tonnes de poissons. Donc, et si on estime les richesses, c'est 2,5 milliards de dollars. Pour vous dire que vraiment, le littoral pèse lourd dans l'économie et la survie des pays ouest-africains. Donc, face à ces problèmes du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, et surtout l'érosion côtière très accrue, qui a affecté certains pays comme le Togo, le Bénin, le Sénégal, même la Mauritanie, mais à un moindre degré. Donc il fallait vraiment des réponses très adéquates. Et nos pays n'étaient pas suffisamment équipés en termes financiers et en termes techniques aussi, technologie. Donc ils ont demandé à la banque de venir en aide. C'est dans ce cadre que la banque a mis en place ce projet Waka Resip. Et Waka Resip, il est en deux phases, le Waka Resip 1 et le Waka Resip 2. Le Waka Resip 1, c'est un ensemble de 6 pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, Sao Tomé et Principe. Donc c'était la première phase qui a été accompagnée, rejointe par la deuxième phase, c'est la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et le Ghana. Donc en amont, c'est une réponse financière et technique pour aider les pays ouest-africains à mieux gérer le littoral face à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtière. Et éventuellement aussi les aider à mettre en place une résilience des populations riveraines. D'accord. Justement, en quoi le reboisement et la protection de la couverture végétale sont-ils intégrés dans les actions concrètes du projet Waka? Je disais tantôt que le projet Waka, c'est un projet sous-régional. Là, maintenant, je vais rentrer vraiment dans chaque pays. Il y a un Waka Mauritanie, Waka Sénégal. Et comme les pays ont des spécificités, donc chaque Waka aussi a une petite spécificité. En Mauritanie, l'essentiel du travail qui se fait avec Waka, c'est un investissement physique. L'investissement physique, c'est le colmatage des brèches, c'est-à-dire c'est le cordon dunaire qui protège la ville de Nouakchott, la fixation mécanique, mais tout ça, c'est dans un but ultime de reconstituer, c'est-à-dire le cordon dunaire et le fixer biologiquement. Et la fixation biologique appelle maintenant à la plantation des arbres. Donc l'objectif global ou bien le résultat final de la restauration du cordon dunaire qui est la protection par exemple au niveau de la ville, le résultat ultime c'est la fixation biologique définitive qui ne peut se faire que par le biais de la fixation biologique, c'est-à-dire la plantation des arbres. Et donc là ça montre vraiment l'importance de l'arbre dans ce côté. De l'autre côté aussi, l'arbre est utilisé par les populations riveraines du littoral, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais vraiment pour montrer quand même le point le plus important, que l'essentiel du travail qui se fait en Mauritanie, l'investissement physique, c'est la restauration du cordon dunaire littoral, qui est la protection de l'arrière-pays dans la ville de Nouakchott. Et cette restauration, cette protection, le stade ultime, c'est la fixation définitive qu'on appelle la fixation biologique, c'est-à-dire mettre en place un couvert végétal après avoir restauré le cordon dunaire jusqu'à arriver à un niveau de 6 à 5 mètres d'altitude, hauteur suffisante, côte suffisante pour protéger l'arrière-pays. Très bien, très bien. Alors nous y reviendrons comme vous l'avez annoncé. Alors M. Ba, comment le ministère, notamment en l'occurrence votre ministère, a-t-il identifié les zones les plus dégradées à cibler en priorité et quels sont les critères retenus pour leur sélection? Oui, merci. En ce qui concerne l'identification des zones prioritaires, qu'est-ce que nous avons fait? C'est-à-dire, c'est des études et accompagnées de missions de terrain où nous sommes partis au niveau de ces zones locales. Nous avons rencontré les autorités locales avec les communautés
bénéficiaires qui sont sur le terrain, où nous avons développé un échange assez sincère. On part sur le terrain ensemble, essayer de voir exactement quel est l'état de dégradation des terres et quels sont les problèmes qui sont plus soulignés au niveau régional et qui sont transmises aussi au niveau central. Les problématiques sont soulevées, ça suit le cheminement normal par exemple. Nous déjà, on avait reçu déjà des questionnements ou bien des demandes d'appui pour résoudre certaines problématiques en termes de dégradation des terres. On fait des études, on se rend sur le terrain avec les autorités et toutes les parties prenantes. On se dit, voilà, donc c'est cet éventail de problèmes qu'on a trouvé. Maintenant, quels sont les plus prioritaires? Et on définit ça avec les communautés. Une fois que c'est défini, on fait de la cartographie et on identifie un ordre de priorité des zones auxquelles on affecte des codes. Et sur la base de ça, on a une carte très claire qu'on valide ensemble avec les services techniques, les communautés et le niveau central. Et maintenant, on développe ce qu'on appelle des plans de réhabilitation des sites et des plans de restauration des zones, et ainsi de suite. Pour donner un exemple, nous avons à peu près, en ce moment, au niveau du ministère et particulièrement dans notre direction, 17 plans de réhabilitation prioritaires de sites. Les plans de réhabilitation des sites, c'est généralement les parties nord. Les parties nord où il y a, par exemple, des menaces d'ensablement, la détérioration des moyens d'existence des communautés. Vous savez que le Nord est contient des écosystèmes assez fragiles. C'est généralement des milieux oisiens où vraiment on arrive à développer des activités de survie telles que les palmeraies. Donc on produit des dattes qu'on revend et après on transforme aussi les dattes, on crée des chaînes de valeur, ça crée des revenus. On peut aussi s'approvisionner en autres produits. Et sous ces palmiers, étant donné que c'est un écosystème vraiment un microclimat, on fait du maraîchage et on développe de la culture maraîchère et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que l'avancée du dune, on essaye un peu de ralentir, voire stopper l'avancée des dunes pour que cela ne crée pas de dommages au niveau des infrastructures vitales, socio-économiques vitales. Ajouter à cela aussi les routes qui sont les points de passage, déplacement entre une zone et une autre, parce qu'il faut aller voir l'administration, demander, présenter ces problématiques. Donc si les routes sont bloquées, ça suppose que c'est vraiment des moyens de survie qui sont vraiment anéantis. C'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle ces plans de réhabilitation. Ça, c'est les parties nord, généralement, donc de Nord Tagan vers Zouairat et Nouadhibou, Adrar, Inchiri, etc. Par contre, pour la partie sud qu'on appelle communément la zone agro-silvopastorale, qui contient principalement les 8 wilayas, Trarza, Brakna, Gorgol, Assaba, Tagan, Guidimaha et les 2 Hauts. Là, nous avons vraiment des couverts végétaux assez conséquents et en même temps aussi des zones humides qui sont des hotspots en termes de biodiversité où il y a de l'eau, il y a de la vie, des espèces animales, végétales, de la pisciculture et beaucoup d'autres activités, l'artisanat, le tourisme, ainsi de suite, qui permet aux communautés de tirer des profits et des revenus et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Donc, ce qu'on a dit, on dit qu'on va voir dans ces zones humides. On retient quelques zones humides stratégiques, on en a retenu 33. Parmi les 33, on a déjà commencé depuis l'année dernière on a élaboré leur plan d'aménagement simplifié. On en a fait déjà à ce moment 4 environ. Donc vous savez que ça demande un peu d'argent, mais qu'on est dans une bonne dynamique. Et chaque année, selon le budget que l'État alloue à cette rubrique, on exécute ces plans-là. Donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier prioritairement ces zones et essayer de répondre à un besoin actuel ponctuellement. Cela nous amène à parler de la campagne actuelle de cette année de 2025. Alors comment est-ce que, je dirais même, quelles sont les espèces végétales que vous avez choisies et en fonction de quoi? Est-ce que vous regardez l'arbre qui est plutôt l'environnement, est-ce qu'il va avec? Est-ce que c'est un arbre qui donne de l'ombre? Ou comment est-ce que vous choisissez ça? Merci. Par rapport à ça, donc, il faudrait mettre les choses dans leur contexte. Donc nous avons grosso modo 3 types d'espèces que nous utilisons, 3 types de groupes d'espèces que nous utilisons. Il y a ce qu'on appelle les espèces d'ornement. Ça, c'est des espèces que nous utilisons pour les parcs, pour les artères, l'alignement, pour l'ombrage et
pour un peu reverdir les axes et les ruelles et ainsi de suite. Ça, c'est des espèces d'ornements où on utilise par exemple le flamboyant, le nîmes, on utilise le ficus, on utilise aussi certaines autres espèces telles que le Nerium oleander. Bon, ça, c'est des noms scientifiques, mais c'est des espèces quand même pour juste l'ornement. Donc, pour embellir un peu les sites. Ça, c'est les espèces d'ornement. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les espèces fruitières. C'est-à-dire là, au lieu de plutôt les mettre dans les artères, ça, c'est lors des distributions au profit des populations dans leur domicile privé. C'est là où on utilise ces espèces fruitières parce que ça produit des fruits. Donc vous, quand vous prenez une espèce fruitière, vous allez en prendre soin, espérant vraiment consommer les fruits ou les vendre ou faire ce que vous voulez avec. Donc ça suppose que donc, vous allez mettre de l'énergie et les moyens nécessaires pour les protéger. Le dernier groupe d'espèces, c'est ce qu'on appelle les espèces forestières, qui sont adaptés vraiment dans les écosystèmes naturels. Donc, bon, je reviens pour les espèces fruitières, vous avez les citronniers, les manguiers, corosoliers, goyaviers, etc., bananiers. Donc, ça, c'est les espèces fruitières. Les espèces forestières, on utilise surtout celles qui sont très bien adaptées dans les sites où nous intervenons. Par exemple, le Balanites qu'on appelle Teichot, nous avons l'Acacia radiana, le Talh, nous avons le Ziziphus mauriciana, généralement dans des types de milieux spécialisés. Nous avons également les espèces telles que le Panicum turgidum, qui est le morocco, et le Leptadenia pyrotechnica, qui est le Titarex. Donc ça, c'est des espèces forestières où on fait des productions de plants à grande échelle et nous ciblons les zones que nous avons, les plans de réhabilitation et de restauration des terres. Ce sont maintenant ces espèces que nous allons mettre au niveau de ces zones pour pouvoir restaurer les terres, et là où il manque d'espèces d'arbres, on en met aussi lors de cette campagne. Donc voilà les trois principaux groupes d'espèces que nous utilisons dans le cadre des distributions et des plantations. Très bien. Voilà. Très bien. Revenons-en au projet Waka. Monsieur Abdouldia, autant pour moi. Alors, quels sont les impacts constatés du projet Waka sur les écosystèmes littoraux, notamment dans les zones vulnérables comme celle du parc national de Djaouling? Merci, M. Djagana. Donc, le Waka, comme vous l'avez dit, il intervient sur le littoral mauritanien, et notamment dans le volet restauration et conservation. Il intervient particulièrement sur le cordon dunaire de Nouakchott, sur le PND, le parc national de Djaouling, le PNBA aussi, mais au niveau de Nouadhibou, la baie du Lévrier. La baie de l'Étoile, pardon, la baie de l'Étoile. Donc, dans ces sites que j'ai énumérés, l'essentiel du travail qui se fait là-bas, c'est un travail de restauration. Par exemple, au niveau du parc national de Djaouling, on fait la restauration, c'est-à-dire de la mangrove, qui est une espèce végétale. Donc, on plante cette espèce au niveau du bas delta pour reconstituer la mangrove au niveau du bas delta, au niveau du PND. Et en même temps aussi, on fait tout ce qui est restauration mécanique, aussi la fixation des dunes. Au niveau de Nouadhibou, au niveau de la baie de l'Étoile, il y a un travail important qui a été fait au niveau de la protection des herbiers. Il y a des herbiers au niveau de la baie de l'Étoile qui ont un rôle écologique très important de séquestration de carbone, mais aussi qui ont d'autres fonctions, même consommées localement par les chameaux et par les animaux. Donc, en un moment, les gens en abusaient un peu. Donc, le projet Waka a pris l'initiative de mettre en défense l'ensemble de la zone de ces herbiers. Et la mise en défense, c'est mettre une barrière, une protection, qui est la première mesure de restauration. Donc, il suffit de diminuer un peu la pression sur le milieu, il se régénère, et c'est ce qui s'est passé réellement. Lorsqu'on a mis la clôture, c'est-à-dire la mise en défense, le milieu, les herbiers se sont reconstitués. Après quelques années, on a pris des photos aériennes qui nous ont permis de savoir que vraiment le milieu s'est reconstitué. Ça, c'est au niveau de la baie de l'Étoile. Et au niveau du parc national de Djaouling, l'activité essentielle, c'était la restauration de la mangrove
au niveau de ce parc. Très bien. Alors déjà, nous savons que le projet il met en avant les fonctions économiques et même sociales de l'arbre. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'activités génératrices de revenus liées à la reforestation? Oui, effectivement. Donc, comme je l'avais dit tantôt, le projet a 3 composantes. Une composante investissement physique, c'est-à-dire restauration du cordon dunaire et tout ce qui va avec, donc le colmatage des brèches. Il y a une composante lutte contre la pollution, mais il y a une 3e composante, c'est l'amélioration de la résilience des populations. Et dans ce volet, dans cette composante, on met en place, on développe, on met en place des sous-projets sociaux, des activités génératrices de revenus. Et ces activités génératrices de revenus, c'est sur toutes les communes littorales, de Nouadhibou jusqu'à Ndiago. Donc, il y a une diversité de sous-projets sociaux, mais on encourage en général les projets qui sont en rapport avec la pêche ou bien en rapport avec la transformation des fruits, par exemple, locaux. Il y a certains ONG qui nous ont proposé de transformer les produits forestiers non ligneux, donc les fruits, en les transformant en jus, en huile, en savon. Donc essentiellement, ce sont ces activités qu'on essaie de faire. Donc exploiter les arbres autrement, c'est-à-dire que les fruits, les produits forestiers non ligneux, on les exploite en créant des activités génératrices de revenus. Et très souvent, la cible en général, c'est les associations féminines et les jeunes. Donc là, vraiment, le projet peut mettre en avant cette composante en disant qu'il met en avant des activités génératrices de revenus par des populations qui exploitent des arbres fruitiers en les transformant en huile, en savon. Mais aussi, il y a d'autres activités qui sont faites à base du mil, telles que le couscous, le karaou et tout ça. Donc, vraiment, c'est des activités génératrices de revenus qui proviennent de ces produits forestiers non ligneux. Très bien, merci. Alors, monsieur, nous revenons sur le projet, le programme, autant pour moi. Alors, nous savons que nous avons écouté le reportage de Bokaba là-bas. Dans l'introduction, il disait qu'il y avait plusieurs techniques qui étaient prévues. Le reboisement classique. Alors, il y a les semi-directs aussi et les semi-aériens. Alors, comment articulez-vous la mise en œuvre de ces techniques sur le terrain? D'accord, merci. Je vais juste préciser un peu cette nuance. Les reboisements classiques, oui. Et le semi-direct, et il regroupe un semi par drone, un semi manuel à la volée et le l'ensemencement aérien. Pourquoi on dit semi-direct? C'est-à-dire que prendre juste la semence et l'épandre sur une zone donnée. Donc, c'est ça le semi-direct. Donc, le semi-direct, il regroupe ces 3 techniques. Maintenant, selon les cas de figure, on utilise un drone avec une technique particulière. On utilise la main d'œuvre humaine à travers un épandage manuel, ou bien on utilise l'avion pour l'ensemencement. L'avion, d'ailleurs que nous sommes dans la campagne nationale d'ensemencement aérien qui a débuté à partir du 31 et devrait finir aujourd'hui ou demain, où nous avons identifié par exemple 4 zones stratégiques en Mauritanie, et ce sont des zones qui constituent, on les a cartographiées de telle sorte que ça constitue une barrière entre les mouvements de dunes et les infrastructures socio-économiques vitales des communautés. Palmeraie jusqu'à la zone du sud où nous avons les forêts, les zones humides et ainsi de suite. Donc c'est là, on avait commencé ça en 92 jusqu'à 2010, on avait arrêté un peu et on a repris ça en 2022. Et c'est la 4e campagne après 2022, donc nous sommes là-dessus. Et la partie sémi par drone classique que vous connaissez, c'est c'est produire un plant, élever un plant en pépinière, le suivre pendant un minimum 4 mois, jusqu'à ce que le plant soit quand même résistant et puisse vraiment résister au choc de transplantation, parce que en pépinière, c'est comme un enfant avec un biberon, il est sous perfusion, comme on dit. Et une fois maintenant sur le terrain, c'est là où
tu sors vraiment de ton berceau et il faudrait essayer de t'adapter. Donc c'est ce qu'on appelle le choc de transplantation une fois qu'on a mis ça sur le terrain. C'est ça les reboisements classiques. On élève les plants en pépinière après 4 mois. Maintenant on choisit bien la zone, la période du moins. Donc là-bas c'est arrosé régulièrement. Là non, c'est des conditions terrain. Donc il faudrait vraiment mettre ça en harmonie avec la période de l'hivernage. Pour avoir les quantités d'eau nécessaires. Donc la technique maintenant par drone, ça, on va revenir là-dessus après. Et pour ce qui est de l'articulation, la clé c'est la planification. On sait qu'à une période donnée, on va faire des reboisements classiques, on va faire des semi-directs, c'est-à-dire ensemencement aérien et ainsi de suite. Il faut avoir les semences, acquérir les semences en quantité et en qualité à temps. Il faut pouvoir aussi produire les plants et être sûr qu'à l'hivernage, après la première tombée de pluie, les plants sont déjà disponibles et peuvent être plantés. Parce qu'on ne peut pas planter à n'importe quel âge. Un plant de 2 mois, si vous le plantez en conditions normales, c'est sûr que ça ne va pas résister. Donc il faut attendre 4 mois minimum que vraiment ça a commencé à se lignifier un peu, être solide pour pouvoir résister au vent et tout, quoi. Donc si c'est frêle, donc avec le vent directement, donc ça va se casser et ça ne va pas réussir. Donc l'articulation, surtout, c'est la planification. Par exemple, en termes de temps et dans l'espace, et quels sont les partenaires qui seront vraiment mobilisés pendant ce temps. Donc pour les reboisements classiques, on a eu l'avantage que ce soit dans la Semaine nationale de l'arbre. Vous voyez, son Excellence, Madame la Ministre, est en ce moment dans un périple au niveau des wilayas de l'intérieur pour encore renforcer, informer et faire des actions concrètes de plantation que vous avez déjà montré dans le journal, avec des techniques aussi assez innovantes en matière de restauration des terres. Donc la clé, c'est la planification. Donc avec la direction de la planification au niveau de notre ministère et des directions autres techniques centrales, nous arrivons quand même à organiser ça dans le temps et savoir qu'à telle période, dans tel espace, nous avons tel nombre de partenaires avec telle technique pour la restauration des terres de façon globale. D'accord. Avant de passer, je pense qu'il peut y avoir une confusion pour certaines personnes qui diraient quelle est la différence si on utilise un drone ou si on utilise un avion. Parce que dira-t-on que c'est aérien quand même. Oui. Le drone, vous savez, c'est un petit appareil muni d'une certaine batterie avec une certaine autonomie. Donc, elle a une capacité de voler à une certaine altitude et elle ne peut pas dépasser, par exemple, le drone, il ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures. L'avion peut faire, nous, avec l'ensemencement aérien, on fait 6 heures, 7 heures de temps dans l'avion sans escale et on est en l'air. Mais avec le drone, comme c'est muni de batterie, ça va s'épuiser au bout d'1 heure, maximum 2 heures. Donc nous, l'ensemencement aérien, par exemple, nous ciblons des superficies assez énormes. Donc nous sommes sur du 9 millions d'hectares de zones à cibler. Le drone ne peut pas le faire parce qu'il faudrait recharger les batteries. Et il faut être sûr que vous avez une plateforme de recharge à côté. Très bien. Et chose qui n'est pas. À Nouakchott, peut-être c'est possible, et aller rapidement juste à côté, recharger et revenir. Mais non, à l'intérieur, c'est impossible, même si vous avez une vingtaine de batteries. Donc les sites sont assez éloignés et vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'infrastructure nécessaire pour pouvoir recharger les batteries. Ce qui veut dire l'ensemencement par drone est relativement localisé, contrairement à l'autre. L'autre, il prend beaucoup plus d'espace et il a plus de facilité à prendre aussi en termes de tonnage. Par exemple, l'avion peut prendre jusqu'à 2 tonnes ou 3 tonnes. La première année, on a mis 3 tonnes dans un avion en un seul vol. On a fait ça en 6 heures de temps, on a ensemencé une grande zone. Mais c'est impossible, le drone n'est pas capable de le faire. Mais cela dit que le drone, c'est une technique innovante en termes de restauration et qu'on peut utiliser dans les mises en défense, c'est-à-dire c'est de petites superficies de 50 à 100 hectares où c'est maîtrisé, on a 2 batteries bien pleines. On fait ça tranquillement en utilisant un peu quelques quantités que le drone peut supporter et les pendre au niveau des zones. Donc c'est en termes de pratique où vraiment que c'est un peu différent, mais c'est 2 techniques qui sont bien en termes de restauration. Et d'ailleurs, il faut promouvoir à ce que vraiment les gens utilisent davantage le drone. Parce que mobiliser, là maintenant pour l'avion, on utilise, c'est un très bon partenariat avec le ministère de la Défense nationale à travers l'état-major de l'armée de l'air. Donc c'est la 4e année et que ça se passerait bien et tout est clair avec un protocole de suivi et évaluation. D'ailleurs, on a eu l'occasion de présenter ça à son Excellence
Monsieur le Président Mohamedou Cheikh Ghazouani, et c'est un honneur aussi pour la direction. Donc tout le mérite revient aussi à son Excellence Madame la Ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc je me dis que c'est des techniques qu'il faut continuer à promouvoir et montrer, nous, en tant que Mauritaniens, ce que nous sommes en train de faire en termes de contribution aux efforts mondiaux vraiment de restauration des terres. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, M. Abdoul, M. Ba a parlé de collaboration, de partenariat. Nous restons dans ce cadre-là pour vous demander, vous, quels collaborateurs ou même quelles collaborations sont mises en place entre WACA et le ministère de l'Environnement, justement, notamment dans le cadre de cette Semaine nationale de l'arbre. Oui, effectivement, le projet WACA, comme je l'ai dit, c'est un projet du ministère de l'Environnement. Il a été conçu pour répondre aux exigences et aux problèmes qui se posent dans le cadre de l'environnement, notamment le littoral, pour lutter contre l'érosion côtière, pour lutter contre la pollution et renforcer la résilience des populations. Donc, toutes ces composantes sont prises en charge par le ministère de l'Environnement. Mais il travaille aussi, il traite avec d'autres ministères qui opèrent sur le littoral. Comme vous savez que le littoral, c'est la zone où il y a plusieurs départements ministériels. Pas moins de 8 départements sont impliqués. Mais l'essentiel du travail s'est fait avec le ministère de l'Environnement. Donc, si je veux vraiment énumérer la collaboration, ça serait très problématique pour moi. Plutôt, nous sommes un projet qui exécute la politique du ministère de l'Environnement en matière du littoral. En réalité, d'ailleurs, au point même de confondre le WACA comme une direction du ministère de l'Environnement. Mais en réalité, c'est un projet qui appuie cette... Et maintenant, la collaboration, elle est à plusieurs niveaux. Il y a une collaboration avec le ministère d'une façon générale, mais il y a une collaboration aussi qui s'est faite avec les différentes directions centrales du ministère, mais aussi avec les directions régionales, c'est-à-dire les DRED du ministère de l'Environnement. Mais tout ça dans un esprit de mise en œuvre du plan d'action annuel du ministère de l'Environnement. Donc, dire que tout ce qu'on fait s'articule parfaitement avec la vision du ministère de l'Environnement, notamment ces différents départements. Mais il y a certaines directions avec lesquelles on travaille le plus. Par exemple, la direction pour la protection du littoral, des aires protégées et des marines, ou bien la direction de M. Ba, la direction de la restauration des sols et des espèces. Ça, c'est des directions avec lesquelles on travaille très bien, et éventuellement aussi la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental. Cela étant dit qu'on ne fait pas leur travail, mais on appuie ces directions pour mettre... Et dans le cadre maintenant des événements exceptionnels, par exemple comme la Semaine de l'Arbre, on intervient en tant que structure de finances. On identifie avec le ministère, par exemple, ce qui doit se faire dans la Semaine de l'Arbre et on le prend en charge. Et les techniciens aussi, les experts du projet accompagnent le ministère, accompagnent les ONG, accompagnent les différents partenaires qui sont impliqués dans les activités de cette semaine. Et au-delà de ça aussi, vous savez que le reboisement, la restauration, la lutte contre l'érosion, c'est la lutte contre la désertification. Ce n'est pas une question d'une semaine. La semaine, elle marque vraiment, c'est-à-dire pour sensibiliser, pour montrer que les gens doivent se mobiliser. Mais sur toute l'année, on les accompagne. Par exemple, il y a des grandes rencontres qui se font de par le monde. Les COP, par exemple, de la désertification, de la biodiversité. Là aussi, le projet WACA accompagne le ministère en les aidant à participer à ces grandes conventions où des grandes décisions se prennent, où des projets sont montés. Donc, on s'assure quand même qu'on peut prendre en charge certains experts, certaines directions pour assister à ces grandes rencontres dans lesquelles la Mauritanie prend des engagements, signe des conventions et les met en œuvre. La mise en œuvre, elle revient après, la semaine, elle marque. Et au-delà de ça aussi, pour le suivi, nous, par exemple, pour tout ce qui est restauration, reboisement, je l'ai dit, nous, c'est le stade ultime de notre action. L'essentiel de l'activité physique qu'on fait en Mauritanie, c'est la restauration du cordon dunaire littoral. Et ce cordon dunaire, sa restauration est essentielle pour nous parce que la survie de la ville de Nouakchott en dépend sur un tronçon de pratiquement
une cinquantaine de kilomètres, il est tellement affaibli. Et toute cette restauration, que ce soit le colmatage de brèches, que ce soit la fixation mécanique, le stade ultime doit être après le reboisement, la fixation biologique, comme je l'avais dit. Donc, cette collaboration est dans ce sens. Mais concrètement, dans la scène de l'art, c'est vraiment appuyé financièrement et, si besoin, techniquement aussi, les experts que nous avons peuvent toujours accompagner. D'accord. Parlons-en maintenant je dirais, les communautés riveraines du projet Waka, pour déjà parler dans un premier temps de leur rôle, et aussi comment sont-elles impliquées dans la mise en œuvre des activités de protection, de restauration. Vous savez, c'est très important de parler des communautés riveraines. Si on veut, par exemple, protéger un espace, exploiter un espace, la première chose à laquelle on doit penser, c'est les communautés qui sont sur cet espace, comment elles peuvent profiter, comment elles peuvent être impliquées dans la protection et éventuellement de l'exploitation de cet espace. Pour notre pays, le littoral n'avait pas beaucoup de population, mais avec la ville de Nouakchott et la ville de Nouadhibou, le littoral il est devenu très peuplé en Mauritanie. Et pratiquement le tiers de la population mauritanienne est sur le littoral maintenant. Souvent, si on parle du littoral, on passe à des petits villages, mais non. Si on prend Nouakchott, Nouadhibou et Chami, c'est le tiers de la population mauritanienne qui est maintenant sur le littoral. Donc, toute activité qui doit se faire, ça doit être au bénéfice de ces populations. Et au-delà de ces villes aussi, il y a d'autres espaces, par exemple le Bandarguin, où il y a des populations autochtones des Imraguins. Si on part vers le sud, il y a Ndjagou, les populations djagolaises du sud, les pêcheurs. Et entre ces populations aussi, il y a des petits villages par-ci et par-là. Mais quand même, démographiquement, si on prend la population mauritanienne, le tiers est sur ce littoral. La première étape à faire, c'est de tout faire pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Parce que nous, ce qu'on fait, toutes les investissements physiques, c'est pour anticiper une intrusion marine ou bien des inondations par la pluie. Les premières victimes, c'est les populations. Et ces populations, il faut d'abord les sensibiliser pour qu'elles sachent qu'il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est la mer ou bien les inondations, là où elles doivent se positionner. Donc, passer cette étape, il faut maintenant les doter d'un mécanisme qui les permettrait de riposter une fois il y a la catastrophe. Donc là aussi c'est très important. Les populations doivent être préparées, sensibilisées, mais qu'on mette à leur disposition des outils de résilience. Le plus important, le changement climatique, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut que s'adapter. Et parfois, des phénomènes extrêmes vont arriver. Et si ces phénomènes extrêmes arrivent, les populations vont subir. Mais là maintenant, c'est la capacité de ces populations à se relever après cet événement. C'est là où nous, on intervient, on essaie de mettre en place des activités génératrices de revenus, on essaie de mettre en place des techniques de restauration fondées sur la nature. Par exemple, on travaille avec l'Institut de sciences de la mer pour aider les gens à restaurer leur écosystème, à restaurer le milieu. Par exemple, les problèmes qu'on connaît en Nouakchott, le sel qui ronge les habitations. Il y a des méthodes maintenant, c'est-à-dire vraiment copier sur la nature qui permettent de restaurer ces terres. Là aussi, le projet essaie de mettre à la disposition des populations ces techniques parfois simples basées sur la nature. Pour par exemple la fixation du dune, on utilise des espèces qu'on a copiées en réalité sur la nature au niveau de la partie nord qu'on veut transférer à la partie centre, partie sud. Donc concrètement, ce qu'on fait dans ce cadre, c'est d'abord sensibiliser la population pour qu'elle sache l'enjeu, les dangers, et maintenant savoir que des petites activités, si elles sont faites par tout le monde, on peut avoir une réponse qui est très satisfaisante. Ça aussi, c'est vraiment dans la sensibilisation et tout. Mais de l'autre côté aussi, mettre à la disposition de ces populations, quoi qu'on dise, elles auront besoin de moyens de subsistance, de résilience. Une fois une catastrophe ou bien un problème s'il survient, que ces populations puissent se relever. Donc essentiellement, c'est ce qu'on fait pour... Vous avez parlé de sensibilisation tout de suite là. Est-ce que vous avez des partenariats avec les ONG ou même des acteurs de la société civile, des jeunes dans ce sens-là pour sensibiliser et aussi mobiliser les populations? Oui, effectivement, la communication et la sensibilisation occupent une place très importante au niveau du projet. D'ailleurs, on a même des experts recrutés spécialement pour ça, un expert en communication et sensibilisation. Et on sait que
tout le travail qu'on fait, s'il n'est pas vulgarisé, s'il n'y a pas une sensibilisation, une grande communication autour, ça peut rester vraiment comme ça. Et donc, d'où l'importance de mettre en place un plan de communication. Chaque année, on a un plan de communication qui implique plusieurs acteurs, la société civile, bien sûr. Notamment, on a créé, avec la radio Mauritanie, la radio littorale. Donc, on a une convention aussi avec une association des journalistes amis du littoral. Donc, tout ça, c'est pour essayer de créer une communication et de mettre aussi à la disposition de ces populations riveraines un outil de communication où on parle du littoral, on parle des problèmes, des enjeux littoraux, des enjeux du changement climatique, l'impact, mais aussi on essaie de dire les solutions qui peuvent être apportées et on parle des solutions qui ont été testées de par le monde. Par plusieurs pays. On commence d'abord par les pays riverains et on montre aussi la situation de la Mauritanie, l'état d'avancement par rapport aux autres pays. On n'est pas en reste, mais il reste encore du travail à faire. Mais on montre aussi, c'est-à-dire là où ça a marché très bien avec des activités très simples, ça on le fait dans le cadre de la radio littorale, qui est une radio formelle maintenant. Elle émet au moins 1 heure de temps par jour. Elle a été inaugurée par son Excellence Madame la ministre de l'Environnement et son collègue de la culture. Et donc, c'était en mars. Et là, elle émet. Donc, de l'autre côté aussi, on travaille beaucoup avec la société civile, notamment certains ONG très spécialisés. Si tu commences à dire, tu vas oublier, mais quand même, notamment, par exemple, ONG Biodiversité, Beach Clean. Il y a certaines ONG avec lesquelles on travaille qui sont des ONG impliquées et vraiment dans la protection, la restauration des écosystèmes littoraux. Et on les implique aussi, ou bien ils sont impliqués par le ministère de l'Environnement dans toutes les cérémonies, les journées de l'environnement, telles que la journée de l'océan, la journée de l'environnement, la journée de désertification, lutte contre la désertification. Ces ONG aussi sont impliquées par le biais du ministère, mais aussi parfois on peut traiter directement avec ces ONG pour faire des campagnes de protection, de propriété au niveau des plages. On le fait avec, mais on profite aussi de ces campagnes pour mettre à la disposition des t-shirts, des casquettes sur lesquelles il y a des messages pour les jeunes. Et au-delà de ça aussi, on renforce et on aide, on travaille avec le ministère de l'Environnement, notamment la direction qui est chargée de l'éducation environnementale et tout ça. Donc parfois le WACA n'intervient pas directement, mais à la disposition de certaines directions du ministère de l'Environnement ou bien des associations pour qu'elles fassent le travail. Donc ça, entre autres, vraiment pour montrer quand même que la dimension information, sensibilisation et communication est très importante dans le projet WACA. D'accord, merci. Monsieur Ba, tout à l'heure nous avons parlé du suivi après les plantations, mais justement qui s'en occupe justement quand on sort même de Nouakchott de façon locale? Comment, au niveau local, comment est-ce qu'on arrive à gérer tout cela? D'accord. Exactement. Quand vous savez qu'au niveau local, nous, généralement, quand on travaille avec des communautés organisées. Ça suppose soit c'est une association villageoise, ou bien c'est une coopérative, ou bien c'est une association qui regroupe un nombre de villages avec lesquels maintenant on met en place une infrastructure donnée. Maintenant, dans un premier temps, ça demande vraiment de la mobilisation, de la main-d'œuvre pour mettre en place l'infrastructure. Et les premiers moments, il faudrait suivre, entretenir et surveiller. Donc, les services techniques déconcentrés qui sont nos délégations régionales de l'environnement et du développement durable travaillent directement avec les communautés. Donc, on va voir l'entité administrative dans laquelle on travaille. Supposons que ce soit dans une commune, c'est l'inspecteur de l'environnement et du développement durable qui va travailler directement avec les communautés bénéficiaires. Ils ont déjà un planning de suivi un peu de ce qui se passe. Parce que nous, on aimerait déjà préparer un peu la relève pour qu'il y ait une certaine appropriation de l'investissement. Parce que l'investissement a été fait presque sur demande des communautés. Si les communautés ne demandent pas d'investissement, on ne le fait pas. Donc, ce qui fait dire que, donc, une fois que, quand même, par exemple, une plantation, la première année, généralement, c'est dans les mains vraiment soit des prestataires recrutés
par exemple, qu'on fait pour des axes stratégiques ou bien un reboisement quelque part, on peut s'entendre sur un délai pour que quand même aider que les plans arrivent à s'affranchir. Quand on dit un plan s'affranchir, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur vraiment de problèmes de sécheresse et de problèmes, par exemple, de divulgation du bétail, quand même a atteint un certain niveau où, même s'il est mutilé, c'est-à-dire l'arbre est mutilé, et il a quand même développé cette capacité de se restituer, de se reconstituer. Donc, ce qui veut dire que c'est en ce moment maintenant, qu'à travers un comité de gestion locale, il y a ce transfert et ce suivi et l'accompagnement. Mais les services techniques sont toujours présents, quoi qu'il en soit, même si c'est donné aux communautés ou aux populations organisées, le service technique est toujours présent pour pouvoir faire après des retours au niveau de la hiérarchie. L'investissement que nous avons fait, où est-ce qu'on en est? Oui, le comité de gestion gère ça très bien. Ou bien non, le comité de gestion, il y a un problème. Mais on va retourner sur le site, mettre carte sur table, voir c'est quoi les problématiques et les régler avec les autorités locales. Et ça a toujours été comme ça. Le cas, par exemple, maintenant pour Nouakchott, la plantation que nous avons faite avec son Excellence, Monsieur le Président, et qui est pratiquement mis en œuvre avec le ministère de l'Environnement et le patronat. Le patronat dit non, ne vous en faites pas, nous on vous garantit qu'on va prendre soin, on va faire les plantations et prendre soin de ces arbres pendant une durée d'1 année. Au-delà de cette année maintenant, on vous restitue le site et en bonne et due forme, vous êtes sûr qu'en tout cas vous avez entre vos mains une bonne infrastructure. Et c'est sur la base de ça maintenant que nous allons les récupérer. Et à Nouakchott, c'est généralement les mairies. Pour les axes stratégiques, c'est généralement dans les mairies. Donc c'est les mairies qui s'en chargent après cela pour l'entretien, l'arrosage, et ainsi de suite. Nous, c'est juste les appuis techniques pour voir est-ce que c'est dans les règles de l'art ou pas. Ok. Voilà. Justement, c'est quoi aussi votre rôle, bon, j'ai dit votre rôle parce que je parle de votre direction, dans la collaboration ou même dans la coordination avec d'autres entités techniques, notamment les directions régionales et même les projets comme la Grande Muraille Verte? En ce qui concerne, je prendrai par exemple les délégations régionales, ce sont les bras opérationnels du ministère. Nous sommes au niveau de central, nous faisons les planifications, nous élaborons des plans d'action avec les délégations régionales, mais ce sont elles qui mettent ça en œuvre au niveau local. Nous, on fait un suivi, on fournit le matériel, ils expriment les besoins et si c'est un prestataire à recruter avec lequel ils vont travailler pour mettre en œuvre ce qu'on a défini, ça sera le cas. On prépare les marchés à temps, on les publie et on les attribue et les prestataires exécutent sous la supervision des délégués. C'est comme ça que ça se passe avec les délégations. Maintenant, pour la Muraille Verte, on a une très bonne collaboration avec la Muraille Verte. La Muraille Verte est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement. L'avantage d'avoir vraiment un établissement, c'est la souplesse dans l'exécution des actions et le développement de partenariats multiples, donc de façon autonome. Bien sûr, mais il y a un cadre quand même à respecter qui est défini par la vision du ministère. Et la Muraille Verte utilise ces possibilités, cette organisation qui est en EPA, pour pouvoir rapidement dérouler un peu des actions qui contribuent directement aux efforts du ministère en matière de restauration, de production, de plans. Je donne à titre d'exemple, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'utilisation du drone dans les restaurations. C'est une technique que la Muraille Verte, en partenariat avec Sinoway, les partenaires chinois, qu'ils utilisent et mettent en œuvre dans différents sites de la Grande Muraille Verte. Donc on ne dira pas que c'est pour la Muraille Verte, on dira que c'est le ministère de l'Environnement, étant donné que c'est une institution sous tutelle. D'ailleurs, eux, ils travaillent au niveau régional. Leurs antennes sont logées dans la délégation, dans les délégations régionales. Cela suppose donc déjà, avant toute action, ils planifient ensemble et ils exécutent ensemble, ils sont au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà montrer exactement comment nous travaillons avec la Grande Muraille Verte. Et les projets de formation sur des technologies innovantes, on a toujours des collègues qui nous disent, voilà, il y a telle technologie et il faudrait que la direction centrale
soient impliqués. Nous désignons des personnes qui assistent auprès de nos collègues de la Muraille Verte pour capitaliser et que nous aussi, qu'on puisse aussi faire la même chose. Donc il y a cet échange un peu d'expérience. Je rappelle aussi que l'année dernière, dans le cadre, en marge du Festival des villes anciennes à Chinguitti, nous avons eu à faire une mission ensemble où nous avons utilisé la direction du PER, c'est-à-dire de la protection des effets de la restauration des sols. Nous sommes allés sur un site où la Muraille Verte a effectué une stabilisation mécanique d'une dune. Nous sommes venus, nous avons fait une fixation biologique presque en faisant un ensemencement manuel. Ça, par exemple, c'est le fruit d'une collaboration. On a planifié ensemble, on est parti, on l'a fait ensemble. Donc, c'est comme ça que les autres continuent. Maintenant, la Muraille Verte a ses possibilités aussi. Là, maintenant, ils sont dans la mise en place de 8 grandes pépinières sur l'axe, un peu sur les wilayas du tracé, donc avec des capacités de production de l'ordre de 80 000, 70 000, donc pratiquement ils peuvent facilement aller vers 1 million de possibilités. Et tout ça là, donc c'est en fonction des besoins du ministère, pas seulement pour la Muraille Verte, qui est capitalisée. Et donc ce que je peux dire en termes de coordination avec à la fois les directions régionales et les délégations régionales et l'agence de la Grande Muraille Verte, c'est en train vraiment d'aller dans de bonnes conditions. Espérons que cela perdure. Inch'Allah. Alors, Monsieur Dia, est-ce que vous utilisez des outils technologiques comme, je pense, notamment à SIG ou à des drones qu'on vient de parler là, ou même à des capteurs dans le suivi environnemental de vos zones d'intervention? Bon, donc là, il faut que je lève un peu l'équivoque. Nous, on ne suit pas directement le milieu, c'est-à-dire on ne suit pas l'environnement directement, mais ça, c'est le rôle du ministère de l'Environnement, notamment les différentes directions qui ont été citées. La direction qu'on appuie le plus, c'est la direction pour la protection du littoral des zones humides et aires protégées, la DIPRES, direction de restauration des sols et des écosystèmes, mais aussi, on appuie aussi la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental, qui a la charge de suivre exactement la qualité de l'air, du milieu. Donc, à ce niveau, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne se dote pas nous-mêmes de drones, mais on achète des drones, c'est-à-dire au besoin, pour par exemple, le parc national du Djaouli. On les a achetés des drones pour la surveillance. Pour le ministère de l'Environnement, la direction qui est vraiment la direction en charge du suivi de la qualité de l'environnement, c'est-à-dire la pollution et l'impact de toute l'activité, c'est-à-dire industrielle, c'est la direction d'évaluation et du contrôle environnemental. Cette direction, elle a récemment des inspecteurs de l'environnement. Donc, pour mettre opérationnel ces inspecteurs de l'environnement, le projet WACA a recruté un bureau d'études international pour mettre en mode opératoire pour les inspecteurs de l'environnement. Ça, d'un côté. De l'autre côté aussi, le projet a acheté, après identification, c'est-à-dire la direction a identifié un ensemble d'appareils, surtout des capteurs de l'air pour la qualité de l'air et aussi la qualité de l'eau. Donc, ces appareils ont été achetés par WACA pour les mettre à la disposition des inspecteurs. Donc, on voulait opérationnaliser ce corps des inspecteurs en mettant en place un mode opératoire et en les dotant aussi du matériel nécessaire pour pouvoir opérer sur le terrain. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, on achète un ensemble d'appareils de mesure. On a constaté que pour le littoral, ce qui faisait défaut, c'est les appareils de mesure de collecte de données. Et si tu n'as pas de données, tu ne peux pas gérer cet espace. Et surtout les données hydrométéorologiques. Et là, il fallait vraiment couvrir tout le littoral. Donc le projet WACA a essayé de couvrir tout le littoral en achetant 3 stations hydrométéorologiques qui prennent aussi bien sur le continent que sur la partie maritime un appareil, c'est-à-dire une station au port de Tanit, une station au port de Nouadhibou, une station au port de Nouakchott et une autre qui était au port de Diagou. Donc avec ces 4 stations de mesure et de collecte de données hydrométéorologiques, le projet a pu quand même aider aussi bien le ministère de l'Environnement et toutes les autres institutions qui dépendent de ces informations pour avoir de la donnée et vraiment que chacun va traiter pour qu'elle soit digeste pour son utilisation personnelle. Et
dans la même lancée aussi, le projet a accompagné le ministère à mettre en place l'Observatoire national de l'environnement et du littoral. Et cet observatoire, pour la composante littorale, c'est le projet WACA aussi qui est censé les équiper, les accompagner jusqu'à être opérationnel. Actuellement, on est en phase de mise en place de l'opérationnalisation en recrutant un bureau aussi international pour les accompagner, pour identifier les besoins et les permettre. Quant au système d'information géographique, ça c'est des outils de gestion, des outils de suivi et ça, au besoin aussi, si les directions, les institutions émettent le besoin, c'est-à-dire on peut toujours les fournir. Et il y a d'autres outils aussi qu'on a utilisés, mais de façon très ponctuelle. Des études qui ont été faites, par exemple, pour la cartographie. Donc pour suivre après, il faut d'abord avoir une cartographie. On a fait la cartographie, par exemple, du cordon dunaire en utilisant des méthodes très révolutionnaires et très actuelles. Le LIDAR, par exemple, ça aussi pour avoir une cartographie très fine au centimètre, millimètre près. Et à partir de ça, on peut faire toutes les projections à venir. Donc on a un état de référence, un état zéro pour le cordon dunaire au niveau de Nouakchott. Donc tout ça, mais c'est pour mettre à la disposition des directions du ministère de l'Environnement et des autres institutions telles que l'Office national de la météorologie, le Bandarguin, l'Institut des sciences de la mer et éventuellement si d'autres veulent exploiter, veulent utiliser ces données. En tout cas, nous, on encourage cette collaboration entre les différentes institutions pour qu'elles puissent partager, mutualiser les moyens. Et dans ce sens aussi, le projet a initié la mise en place de pôles thématiques. L'ensemble des institutions qui interviennent dans le même domaine, avec les mêmes intérêts, on essaie de les réunir en pôles thématiques pour qu'ils puissent s'asseoir et ensemble voir pour ne pas qu'il y ait de chevauchement, et de l'autre côté aussi pour qu'on mutualise les moyens. Ça aussi, c'est le projet qui le fait pour... Mais nous, proprement dit, on n'utilise pas les drones pour suivre le milieu, mais on accompagne les gens où c'est leur mission pour le faire très bien. Donc, comme je disais, on est là pour accompagner le ministère de l'Environnement et éventuellement les autres institutions qui sont dans ce... J'aimerais aussi que vous nous parliez de la place qu'occupe l'éducation environnementale dans le projet WACA. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des programmes qui sont destinés aux écoles ou même aux élèves? Oui, sur ce côté, l'éducation environnementale elle est très importante pour nous, WACA. Et contrairement à ce que les gens pensent aussi, ce n'est pas tout simplement aux écoles aux plus jeunes. Cette éducation environnementale, elle concerne tout le monde. Peut-être même les plus anciens, les vieux ont plus besoin de ça, mais peut-être dans un espoir, si on prend tous les jeunes, on les forme très bien, d'ici quelques années, on est sûr qu'on aura une génération qui a les réflexes environnementaux, donc qui grandit avec. Sur ce côté, on essaie de travailler, par exemple, avec le Parc national du Bandarguin. On travaille avec la direction qui est en charge de ce volet au niveau du ministère de l'Environnement. C'est la direction de... Comment elle s'appelle? La direction de... La DPCS. La DPCS. Direction de la planification et des statistiques au niveau du ministère. C'est cette direction qui s'occupe vraiment. Donc le projet WACA accompagne cette direction à leur demande pour mettre en place des programmes scolaires, des programmes par exemple d'accompagnement. Au-delà de ça, nous, cette éducation environnementale, on l'a fait dans toutes les activités. Et pour nous, elle intéresse tous les âges et tous les profils. On commence même par... on est un projet de l'environnement, mais parfois on recrute des gens qui sont des pires financiers. Donc ils ne connaissent même pas ce qu'est l'environnement. Donc ces gens, ils ont besoin aussi de bénéficier de cette formation, de cette sensibilisation environnementale. Donc ce que je voulais dire, c'est ça exactement. On est vraiment impliqué dans ça, mais à travers des structures qui sont spécialisées, auxquelles l'État a confié cette mission, notamment les parcs et les directions. D'accord, merci beaucoup. Alors M. Ba, est-ce que quand on parle de reboisement, il faut certaines conditions quand même. Alors face à la sécheresse, au changement climatique, est-ce que vous avez des stratégies pour pallier à cela? Oui, par rapport à tout ce qui est stratégie, c'est-à-dire, c'est comme on a dit, le timing, il faut le savoir. Les espèces à utiliser, il faut les savoir. Il faudrait déjà planifier de telle sorte que, par exemple, les reboisements se font dans la période propice, c'est-à-dire pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, donc nous avons 2 à 3 mois de pluie selon les cas de figure, pas de façon régulière et
en tout cas les précipitations, ce qu'elles sont. Mais c'est sûr que pendant cette période, on reçoit une certaine quantité d'eau. Cette quantité d'eau, c'est ce que les plants vont utiliser pour pouvoir vraiment survivre au niveau des conditions naturelles. Donc là, ça permet quand même à la plante de subir moins le choc de transplantation et de développer ses propres racines pour aller vraiment en profondeur et chercher l'eau et être autonome. Mais admettons maintenant qu'on le fasse hors hivernage. Le plant n'est pas habitué à une sécheresse, donc c'est ce qui conduit à des mortalités et à des échecs. Donc le temps, il est déterminant. C'est pour ça que donc, au niveau du premier trimestre, il faudrait avoir les sachets de germination, tout le matériel pour la production de plants et être sûr qu'en juillet, août, on a déjà des plants qui sont prêts parce que les pluies peuvent être précoces. Et si on rate une quantité de pluie pendant une certaine période, ça peut porter préjudice aux espèces. Donc le timing en termes de temps, on est sûr qu'à la tombée de la première pluie, on doit avoir des plants prêts à être transplantés. Ça, c'est un. La deuxième chose, il faudrait avoir des espèces adaptées et résilientes. Donc, il y a des cas de figure. Quand on parle de reboisement, c'est généralement des écosystèmes de l'intérieur. Au niveau des villes Nouakchott, on peut faire des apports d'eau, il n'y a pas de problème. Les jardins, on peut faire des apports d'eau. Mais sur des milliers d'hectares, c'est impossible. Admettons l'ensemencement aérien. Ce n'est pas un reboisement, c'est un ensemencement aérien qui se fait sur 9 millions d'hectares, par exemple. Avant d'abord, pour l'ensemencement aérien, ça se fait, c'est lorsque des conditions d'accès sont difficiles, voire impossibles. On ne peut pas avoir accès à ces zones autres que l'utilisation des avions. Donc ça, c'est ce qui permet, et ça ne se fait qu'au niveau de cette période, parce qu'en cette période, généralement, on a quand même une certaine quantité d'eau qui permet à la graine de pouvoir avoir des conditions optimales, c'est-à-dire un substrat, une température optimale et des précipitations d'une quantité d'eau optimale pour qu'elle germe et qu'on espère avoir un plant. Donc c'est le même cas de figure de ce côté. Et il y a des espèces aussi qui sont très adaptées. Quand vous prenez une espèce, par exemple, qui a besoin d'une certaine quantité d'eau, admettons par exemple qui a besoin en moyenne de 300 mm d'eau par an, admettons le Ziziphus ou bien qui est le jujubier ou l'acacia nilotica, ainsi de suite, et vous la mettez, cette espèce, dans des conditions où les précipitations ne dépassent jamais 50 ml par an. Donc cela va de soi que vraiment ça ne passe pas. C'est pour ça que donc, dans l'ensemencement aérien, on n'utilise que des espèces qui sont adaptées à ces types de milieux, qui peuvent supporter cette sécheresse. Donc le collègue en a parlé, la capacité d'adaptation, ça c'est un critère qui est très important pour la survie des plants. Donc la période et les espèces résilientes pour pouvoir un peu survivre au niveau des conditions locales. D'accord. Si on revient sur le programme de cette année, sur tout ce qui est prévu pour cette année, sur tout le territoire national, on voit quand même que c'est un projet assez ambitieux. Parce que je note qu'on a le reboisement de 500 hectares à l'échelle nationale, un semi-aérien de 587 hectares, un semi-direct de 2913 hectares, et même la préparation de 4000 parcelles pour le reboisement dans les différentes wilayas. Est-ce que vous avez assez de ressources humaines et même de ressources techniques? C'est relativement compliqué quand on dit que, bon, est-ce qu'on a les ressources humaines et les moyens logistiques? Mais on a des ressources humaines et des moyens logistiques. Mais il faudrait comprendre aussi que les ambitions sont vraiment à un niveau assez élevé. On est très ambitieux. On sait que déjà, nous développons des partenariats à la fois bilatéraux et multilatéraux. Ça veut dire avec un pays avec lequel on a des affinités ou bien des protocoles d'accord sur des aspects très concrets, ou bien à l'échelle internationale, le collègue en a parlé, les conventions pour lesquelles nous sommes engagés, conventions de désertification, biodiversité, changement climatique. Donc ça, nous fixons des cibles, par exemple nationales. On dit que voilà, nous, on a besoin d'une quantité de 2000 hectares, par exemple. Nous, on peut le faire. Mais on signe des engagements mondiaux où
on nous demande d'aller au-delà des 2000 hectares, 10 000 hectares. L'État n'a pas que seulement l'environnement. Essaye de prioriser, bien que c'est assez important, mais on a aussi d'autres. Par exemple, le temps de Covid, quand on est venu, pendant la Covid, là, c'est beaucoup de secteurs, par exemple l'hôtellerie, ce qui était très important, a chuté, et beaucoup de choses se sont déstructurées. Donc, selon les circonstances actuelles, l'État essaie maintenant d'allouer des fonds en fonction de ses priorités. Maintenant, pour revenir à ce qu'on appelle des partenariats bilatéraux, d'accord, nous, on a ciblé au niveau national 2000 hectares, mais vous voulez qu'on fasse 5000 ou 10 000 hectares. Oui, c'est généralement conditionné maintenant par un appui technique et financier pour le GAP. Parce que nous, il faudrait qu'on ait encore plus de capacité pour pouvoir mettre ça en œuvre et arriver à cet objectif. Donc c'est comme ça qu'on arrive. Donc le partenariat, c'est pour ça que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte développe des partenariats assez importants. Nous, au niveau de notre direction centrale, on a des partenariats avec le Fonds pour l'environnement mondial, avec des projets mis en œuvre. Bon, c'est-à-dire où les agents d'exécution sont soit l'UICN ou la FAO dans des projets que nous connaissons bien, mais que nous mettons en œuvre, nous, en tant que direction. Nous avons les capacités pour pouvoir les mettre en œuvre. Maintenant, le partenariat et la collaboration avec d'autres partenaires ne ferait qu'encore qu'augmenter un peu ces possibilités d'atteindre des cibles intéressantes et de façon rapide. Alors, M. Ba, pour finir, quelles sont les perspectives à long terme pour de votre direction pour renforcer la résilience des sols et lutter de façon durable contre la désertification en Mauritanie? Comme on vous a dit qu'on a des plans de réhabilitation et de restauration des zones, nous voulons continuer à mettre en œuvre ces plans-là. Nous les avons identifiés dans toutes les wilayas de façon stratégique et de façon prioritaire. Et on est en train de continuer, par exemple, continuer l'ensemencement aérien, ces campagnes. Il faut les continuer pour que vraiment qu'on sache exactement au niveau de la partie nord, quand même cette technique, elle arrive vraiment à ralentir, voire arrêter les dunes. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est ce qu'on a mis dans les plans d'aménagement simplifié. Là, maintenant, on est en train d'exécuter à la fois les plans de réhabilitation des zones arides pour lutter contre l'avancée du désert, les menaces sur les infrastructures socio-économiques vitales et ainsi de suite. Mais en même temps, on est en train aussi de restaurer des zones humides. Donc, on est en train de restaurer cette année 2 zones humides, bon, parce que c'est des travaux qui demandent vraiment des moyens quand même financiers assez conséquents. C'est pour ça qu'on s'est fixé quand même par objectif chaque année, selon le budget qu'on nous alloue, on fait ces plans, on met en œuvre ces plans de réhabilitation et ces plans de restauration des terres. Donc il faut que cela perdure et continue, développer encore plus de partenariats. Et ça aussi, c'est un avantage pour que ça permette aussi d'arriver à ces résultats et promouvoir aussi ce que nous sommes en train vraiment d'enclencher avec le secteur privé. Le secteur privé doit être vraiment une force par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire en termes de préservation, de protection et de gestion durable des écosystèmes. Donc ça doit être labellisé quand même pour que ça soit assez écologique. Voilà, merci. Très bien. Alors je reviens à M. Dia Abdoul. Selon vous, quelles sont les priorités pour garantir la pérennité des résultats obtenus par le projet Waka au-delà de la durée de financement déjà qui est actuelle? Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est la question à laquelle on essaie de répondre toujours. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour laisser des gages que tout ce qui a été fait ne va pas disparaître après le projet Waka. Donc, dans ce sens, on a une chance, nous, on travaille. Notre zone d'intervention, c'est soit le PND, soit le littoral de Nouakchott, soit au niveau de Nouadhibou, au niveau de la baie de l'Étoile, ou bien au niveau aussi du Bandarguin. Donc, pour le PND, c'est une institution nationale qui, son rôle, c'est de restaurer et de conserver ces espaces. Donc, tout ce qui a été mis sur place, ils s'approprient de ça et ils vont continuer le travail. Donc, le renforcement aussi de compétences des cadres et des employés, du personnel, ça aussi, on le fait, on est sûr que plus ils sont bien formés, plus ils ont des outils, plus ils vont travailler. Donc ça aussi, pour le ministère de l'Environnement aussi, c'est la même chose. Il y a une direction qui a été créée dédiée
à l'environnement, mais le projet WACA a mieux fait aussi. Il a accompagné le ministère à mettre en place l'Observatoire national du littoral. Donc l'Observatoire national de l'environnement du littoral. Pour sa composante littorale, tous les problèmes du littoral devraient désormais être suivis par cet organe. Donc on est sûr quand même que tous les investissements qu'on a faits sur le littoral seront automatiquement repris par cet observatoire sur tout le littoral. Pour là où on a intervenu le plus, c'est la restauration du cordon dunaire du littoral de Nouakchott. Sur ce tronçon, l'État a pris une décision de créer une société mixte, la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. Cette société, elle va hériter toutes les infrastructures, tous les investissements qu'on a fait. Donc, et c'est une société qui est là pour au moins 30 ans. Donc là aussi, on est rassuré que tous les investissements qu'on a faits, qui vraiment c'est le lourd de notre investissement, il sera repris par cette société. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est les sous-projets sociaux. WACA a beaucoup investi, mais on a surtout investi sur la formation des sous-projets sociaux. Donc avant de donner le financement, on forme d'abord les bénéficiaires pour que désormais, s'il y a un autre financement, eux, ils peuvent même capter le financement. Et maintenant, pour la gestion des projets, faire le bilan, tout ça, ils sont vraiment rodés pour la gestion du peu qu'on va les donner, mais ils sont plus formés pour même capter d'autres. Là aussi, on est sûr que même après le WACA, même durant cette période, on les a donné un financement, ils sont partis capter d'autres financements. Donc là aussi, on est sûr que l'investissement va continuer. L'investissement dans, c'est-à-dire la ressource humaine, est très important. Donc, tu formes la personne à aller désormais elle-même récupérer. Donc, en réalité, quand même, pour les investissements de WACA, ça, c'est le point. Le deuxième point maintenant, on pense à une deuxième phase WACA+, qui va prendre tous les acquis de WACA, continuer ça et mettre une nouvelle composante économie bleue. Donc, après ce projet WACA, il y aura le WACA+, qui va valoriser, capitaliser et continuer tout ce qui a été fait sur WACA première phase, mais maintenant ajouter à ça une composante économie bleue. Donc on est vraiment confiant, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, les acquis resteront, ils seront renforcés et il y aura une nouvelle composante qui va aussi s'ajouter à ça. Très bien. Alors, je note qu'il ne reste pas plus que 5 minutes pour finir cette émission. Je vous donne la parole pour un dernier mot, 1 minute. Si vous avez quelque chose. 1 minute, c'est très court. D'accord. Donc, en tout cas, je vous remercie, je vous félicite aussi pour cette émission de nous avoir donné cette occasion. Mais j'aimerais attirer l'attention des gens que le littoral, c'est un espace très sensible, fragile, mais il faut être aussi conscient que tout développement du pays futur, tout développement futur va passer par le littoral. Que ce soit l'énergie, que ce soit la pêche, que ce soit l'infrastructure, les ports. Donc c'est un espace vital. Il y a plusieurs aussi institutions qui sont impliquées. Il y a impérativement la nécessité d'une gestion durable et une gestion concertée de cet espace. Donc le ministère de l'Environnement joue le jeu, c'est-à-dire peut faire ce leader et les autres doivent s'aligner à ça. Très bien, M. Ba. Oui, moi j'aimerais surtout mettre l'accent sur un peu cette semaine de l'arbre, donc ce qu'on a eu à faire durant cette semaine et que nous avons une cible assez importante d'ici fin décembre. Il faudrait qu'on arrive à 20 000 arbres plantés. Ça, c'est dans le cadre vraiment de cette semaine nationale de l'arbre. Et que déjà, il y a une plateforme individuelle qui est logée au niveau de la présidence qui permet un peu de savoir l'engagement des populations dans cette initiative et qui est comptabilisée régulièrement. Une personne ne peut pas planter plus de 2 arbres et l'insérer. Il y a le NNI qui est sur la plateforme et qui montre aussi la photo et les ajouter pour permettre d'identifier les gens et ainsi de suite. Donc j'invite vraiment nos concitoyens à nous aider à atteindre ces cibles-là. Très bien, merci beaucoup. Merci M. Ba. Alors, c'est sur ces échanges riches et instructifs que se referme notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions nos invités, M. Mokhtar Adama Abba et M. Dia Abdul, pour leur éclairage précieux. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zoom sur. Bonne soirée.